Beyrouth, le 4 août 2020, aux alentours de 18h. Un incendie dans la zone portuaire. Dans le hangar numéro 12, 2750 tonnes de nitrate d'ammonium explosent. Dans cette catastrophe, 204 personnes ont trouvé la mort et plus de 6500 personnes ont été blessées. 300 000 Libanais se retrouvent sans logement. Bonjour Philippe Rabé. Eh bien, tout d'abord, bonjour Thomas, et merci de me recevoir pour contribuer à avoir un éclaircissement sur ce qui s'est passé effectivement le 4 août à Beyrouth et les raisons et les conséquences. Vous êtes entrepreneur social franco-libanais. À Beyrouth, vous avez entre autres sensibilisé à la lutte contre le gaspillage alimentaire à travers la Disco Soup, événement populaire. Aussi, vous avez créé Too Good To Waste, une start-up ayant pour but de récupérer les surplus agricoles en les transformant en jus et soupe, tout en capitalisant sur le circuit court. Avec vous, nous allons essayer de comprendre la situation économique et sociale au Liban. Pourquoi l'explosion effroyable à Beyrouth a mené à des contestations importantes et à la démission du gouvernement. Revenons tout d'abord il y a 6 mois, le 4 août 2020. Où étiez-vous à ce moment-là ? Où j'étais le 4 août, eh bien moi j'ai eu la chance d'être à Lyon. Et plus précisément, j'étais dans le bus quand j'ai appris cette terrible nouvelle. Je me rendais chez des amis et en consultant l'actualité sur mon smartphone, j'ai vu qu'une explosion s'était produite un peu plus tard que 18h, donc 17h heure française. Et donc au début je n'y ai pas cru, j'ai eu la même réaction qu'en 2001 lorsque j'ai vu les tours jumelles à New York se partir en fumée, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas. Et puis mon premier réflexe a été d'appeler mes parents qui habitent au Liban. Et voilà, mes premiers réflexes, appeler mes parents, appeler les amis, les proches, et pour être quand même rapidement rassuré que tout le monde, les plus proches autour de moi, allait bien. Et votre famille et vos proches ont-ils été victimes de l'explosion ? Ouais, fort heureusement, mes proches, mes amis ont été que finalement faiblement impactés par cette explosion. Ils n'ont subi que des dégâts matériels. Mais à part ça, voilà, plus de dommages matériels qu'autres. Donc ça a été une chance de notre côté. Vous viviez où ? Alors moi, je vivais carrément en plein centre-ville. Donc dans ce centre-ville qui avait été construit par l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, donc refait à neuf après la guerre civile, et qui est le quartier huppé de Beyrouth. Voilà, et qui se trouve à quoi ? De mémoire, à 4-5 km, non, un peu moins, 3 km de l'épicentre de l'explosion. Et voilà, donc l'appartement a été touché, les vitres ont explosé. Et voilà. Cette explosion a mis en lumière les difficultés sociétales du Liban pour le reste du monde. Pourtant, elles ne sont pas nouvelles pour les Libanais. J'aimerais qu'on regarde ensemble quelques données publiques, publiées par l'Institut français du Proche-Orient en 2016. Malgré une augmentation importante du PIB depuis les années 2000, la richesse médiane par adulte est quant à elle constante, voire en baisse. Est-ce quelque chose de surprenant pour vous ? Oui, ça ne me surprend pas en fait. On voit qu'il y a une... D'abord qu'il y a une forte disparité et qu'il y a surtout un grand nombre de la population libanaise qui vit, sous le seuil de pauvreté aujourd'hui et surtout depuis l'explosion du 4 août à Beyrouth. Le deuxième graphique montre les parts de ménages ayant un faible indice de satisfaction du besoin élémentaire. Là encore, connaissiez-vous l'existence de telles inégalités ? Un peu moins dans le sens où... de manière générale, dans tout pays, vous avez des régions qui sont plus pauvres que d'autres. En général, les capitales sont souvent les zones géographiques les plus développées, les plus riches dans chaque pays. Donc, la logique ne me surprend pas. Maintenant, c'est vrai que ça illustre encore une fois une grande disparité. Alors, moi, de souvenir, depuis mon enfance, on me dit que certaines régions au Liban sont effectivement traditionnellement très pauvres et habitées par un peu les mêmes communautés religieuses que sont les chiites, notamment. Donc au sud, vous les trouvez au sud du Liban, à la frontière avec Israël, et vous les trouvez effectivement dans la plaine de la Bekaa, et notamment au nord-est du Liban, qui fait la frontière avec la Syrie, et qu'on appelle le district Dakar. Et c'est effectivement une région qui est traditionnellement assez pauvre. Et on dit, moi j'ai le souvenir d'avoir, parce que j'aime bien faire de la randonnée, et m'être promené par là-bas.
Et c'est vrai que tout en se promenant, on passe par des villages qui vous donnent l'impression d'être totalement abandonnés par les hommes et par les dieux. Ça vous donne vraiment cette impression-là. C'est-à-dire que vous n'avez aucune route qui est tamisée, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité, euh, quasiment aucune bâtisse n'est finie, et vous vous demandez comment les gens arrivent à vivre dans des conditions pareilles. Et il suffit de vous faire une demi-heure de route pour revenir sur Beyrouth et là voir des quartiers pimpants, éclatants, etc., avec de belles voitures et voilà. Donc le contraste est saisissant en peu de temps finalement. Ce que vous dites se voit très bien sur le troisième et dernier graphique. Celui-ci montre la part des ménages vivant sous le seuil de pauvreté absolue. Autour de Beyrouth, cette part des ménages vivant sous le seuil de pauvreté est inexistante. Ouais, tout à fait. Et c'est finalement une résultante un peu de l'histoire du Liban où traditionnellement, en tout cas depuis l'indépendance de ce pays, jusqu'à la guerre civile qui s'est déroulée de 1975 à 1990, où la communauté religieuse la plus puissante, aussi bien financièrement que politiquement, étaient les chrétiens, était la communauté chrétienne au Liban. Et c'est vrai qu'elle se regroupe beaucoup sur l'est du pays et donc sur les côtes, entre Beyrouth jusqu'à voilà, ce qu'on appelle les montagnes du Liban. Donc au nord à Byblos, où habitent mes parents, et jusqu'à Saïda. Et voilà. Ces données démontrent des inégalités extrêmement importantes. Mais concrètement, comment se manifestent-elles ? Déjà au niveau de l'habitat, par exemple. Alors ce qui est criant, c'est que même à Beyrouth, il suffit de traverser une rue pour passer d'un quartier huppé à un quartier beaucoup plus populaire. Et c'était moi mon cas lorsque je vivais à Beyrouth. Donc vous avez quasiment pas de zone tampon, si vous voulez. D'une rue à une autre, vous vous retrouvez dans une ambiance totalement différente. Alors ça fait un peu le charme de la ville, mais en même temps, ça vous montre effectivement la disparité criante qu'il y a sur le terrain. Voilà, et puis ça se manifeste aussi du fait que une partie de la population a du mal à s'approvisionner en biens de première nécessité. Euh, et vous avez aussi voilà, des quartiers entiers qui n'ont quasiment jamais d'électricité, qui n'ont pas d'eau courante, alors que à deux pas de maison de là, voilà, vous avez des générateurs électriques qui permettent aux habitations d'avoir ce type de, de besoins primaires H24. Et, euh, et voilà, vous le voyez aussi par l'accoutrement des gens, par le type de véhicules qu'ils conduisent, voilà, des voitures de luxe que vous ne verrez même très rarement en France. Euh, Tout ça se côtoie en fait. Les très riches et les très pauvres se côtoient et on passe d'une ambiance à une autre très rapidement, en tout cas à Beyrouth. Et après, quand vous voyagez au Liban, même chose d'un village à un autre, vous pouvez voir une grande disparité. Ouais. Selon vous, les manifestations ayant eu lieu après l'explosion du 4 août sont-elles les conséquences de ces inégalités ? Il y a toujours eu des inégalités au Liban. Euh, Ce qui explique aussi en partie ce qui a contribué, si vous voulez, à la guerre civile en 1975 et qui a contribué à beaucoup de choses aujourd'hui, qui a contribué aux manifestations qu'on a pu voir effectivement en octobre 2019. Ce qui est vrai, c'est que la dégradation de l'économie du pays depuis maintenant 2-3 ans ont contribué à l'appauvrissement des populations libanaises, toutes communautés confondues et toutes classes sociales confondues. C'est-à-dire que les plus démunis voilà, les plus pauvres sont devenus encore plus pauvres. Il n'y a que les très riches qui ont réussi à maintenir une situation, on va dire, convenable. Les classes moyennes se sont appauvries. Et c'est ça qui a engendré la crise sociale et économique qu'on a ressenti à partir de juin 2019 et qui ont derrière voilà, lancé les manifestations quelques mois plus tard, donc en octobre 2019. Pardon.
L'inflation de la monnaie libanaise, le livre libanais, est phénoménale depuis quelques mois. Pour quelles raisons ? Effectivement, la crise économique s'est aggravée et elle s'est aggravée du fait de l'absence d'action du gouvernement libanais. Donc ça a amené à une inflation, effectivement, à une hausse de la livre libanaise par rapport au dollar. Il faut savoir que la livre libanaise équivalait à, donc 1500 livres libanaises équivalait à 1 dollar en octobre 2019. Aujourd'hui, ce sont entre 8 000 et 10 000 livres libanaises qui équivalent à 1 dollar. Donc en fait, la livre libanaise a perdu entre 8 et 9 fois de sa valeur par rapport au dollar américain. Et ce qui a provoqué beaucoup plus de pauvreté depuis cette inflation. Votre système étatique est un système confessionnel. Pouvez-vous nous l'expliquer ? Oui, alors c'est un système qui veut être équitable entre les différentes confessions religieuses au Liban, parce qu'on en a 18. Donc l'idée était de pouvoir de partager le pouvoir entre ces différentes communautés religieuses. Alors ça a été comment dire, inspiré par ce sont les Français qui au moment de donner l'indépendance au Liban en 1943 qui ont inspiré ce système-là. Encore une fois pour assurer l'équité des pouvoirs entre les différentes confessions religieuses. Et concrètement, comment ça fonctionne, c'est-à-dire que dans toutes les administrations publiques au Liban, vous avez une part égale de chrétiens, de musulmans, sunnites, chiites, et même chose, d'autres communautés religieuses sont représentées dans ces administrations-là. Et à la tête de l'État, ça se caractérise de la façon suivante, c'est-à-dire que le président de la République, qui a un rôle plutôt symbolique, est toujours censé être de confession maronite. C'est une communauté chrétienne d'Orient. Le Premier ministre libanais, lui, doit être musulman sunnite. Quant au président du Parlement, lui, il doit être musulman chiite. Et ensuite, au sein de l'Assemblée nationale, les sièges sont répartis entre les différentes communautés religieuses. Voilà, donc vous avez eu tant de sièges qui sont attribués par exemple aux Druzes, qui sont aussi des musulmans, qui sont une communauté religieuse musulmane, d'autres aux Grecs orthodoxes, d'autres aux Grecs catholiques, d'autres à d'autres communautés aux Arméniens, parce que nous avons une forte communauté d'Arméniens au Liban, suite au génocide qui a eu lieu au début du XXe siècle. Voilà. Donc, et ça, c'est censé garantir un partage des pouvoirs entre ces différentes communautés. En tant qu'acteur associatif, diriez-vous que les associations libanaises pallient le manque de l'État ? Oui, je le dis, je le confirme, et d'autres Libanais vous diront la même chose. C'est vrai que on prend conscience aujourd'hui, depuis en tout cas les explosions du 4 août, et depuis la crise économique qui s'est fait sentir en octobre 2019, que l'État libanais est non seulement incompétent et en plus corrompu. C'est quelque chose qu'on retrouve, qui est partagé par toutes les communautés religieuses, par toutes les confessions et par toutes les opinions politiques. Et aujourd'hui, ceux qui font le job, ce sont les citoyens eux-mêmes et les associations. Donc ils pallient un peu à tous les devoirs de l'État. C'est eux qui comblent un peu ce déficit en termes de services publics. C'est eux qui assurent le service public aujourd'hui au Liban. Et c'est eux qui, en plus, sont venus aux populations démunies, qui viennent traditionnellement en aide aux populations démunies, et qui l'ont fait encore beaucoup plus courageusement depuis les explosions du 4 août, où ils se sont, chaque habitant d'un immeuble aider son voisin à reconstruire son appartement, à l'aider à trouver de la nourriture, à l'aider à trouver des médicaments, l'emmener à l'hôpital, etc., etc. Donc il y a une vraie solidarité qui s'est fait ressentir à ce moment-là et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc toutes ces initiatives spontanées se sont aujourd'hui un peu structurées en initiatives citoyennes ou en associations enregistrées. Et ce sont encore eux qui délivrent des repas aux plus démunis, qui aident à reconstruire les bâtiments endommagés par l'explosion, qui s'occupent de tout l'aspect administratif, etc., etc. Merci Philippe Rabé pour être venu à CCC Média. Merci à vous Thomas.